C'est bon, bonjour Emmanuel. Bonjour Alice, je suis ravie de te retrouver pour ce live du coup qui est enregistré, qui sera diffusé sur Instagram et LinkedIn. Euh, Nous avons décidé d'échanger toutes les deux sur notre matière de prédilection, le droit international privé, plus précisément le droit de la famille franco-allemand, pour mettre en avant la médiation dans les différents familiaux, voire pour prévenir tout différent. On a dit qu'on faisait un échange, nous sommes convenus de faire un échange qui soit interactif et didactique pour les personnes qui pourront visionner notre échange, si ça te convient comme ça. As-tu coupé ton micro? As-tu rétabli ton micro? Je ne t'entends plus du tout. Ah là là. C'est diablerie, si tu m'entends là. Oui, je t'entends. Bon, alors essayons. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter euh, en Oui, quelques mots? ouais, très bien. Je suis Alice Canet, je suis avocate et médiateur en matière familiale internationale. Donc j'interviens effectivement, comme tu le disais, et comme toi en fait, dans toutes les situations que les familles internationales, donc ça peut être des familles mixtes en France ou familles mixtes à l'étranger ou familles françaises à l'étranger, et en particulier plus spécifiquement pour moi, et comme toi, dans les dynamiques franco-allemandes, pour accompagner, donc c'est effectivement beaucoup prévenir les situations d'expatriation pour toutes les transitions en fait. Donc ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être un décès, ou ça peut être aussi une évolution dans la composition patrimoniale de la famille. On veut investir dans un bien immobilier, dans une société, on veut prendre un crédit parce qu'on est soi-même entrepreneur et qu'on a besoin d'entraîner un peu d'argent dans la boîte. Tout ça, ça mène à des questions. Donc moi, j'aide les personnes dans leur réflexion pour qu'elles puissent définir, créer, ressentir la bonne solution pour elles, qu'elles puissent se dire, mais oui, c'est exactement comme ça que je veux. Et après, faire l'emballage juridique qui correspond bien aux souhaits des personnes. Donc, en expliquant quelles sont les possibilités de droit applicable et comment on peut l'organiser autrement pour que ça corresponde vraiment aux besoins des gens. Avec toujours, ça c'est un peu ce qui nous différencie. Moi, c'est vraiment juste pour la paix. J'ai vraiment circonscrit maintenant ma clientèle aux personnes qui souhaitent vivre les transitions par la paix. C'est OK pour moi de se séparer, c'est OK pour moi de divorcer, bien sûr, s'il y a une recherche de trouver une solution de paix. Alors, j'ai trois petites observations à faire pour nos auditeurs. La première, c'est que pour relever du droit international privé, il ne faut pas forcément être un couple mixte. Voilà, il suffit d'un élément d'extranéité, une famille totalement française qui s'installe en Allemagne ou une famille allemande qui s'installe en France relève du droit international privé. Évidemment, c'est valable pour toutes les autres configurations et donc la nationalité et la résidence habituelle de la famille ne sont pas que les seuls éléments d'extranéité. Ça, je renvoie aux autres live Instagram que j'ai fait, puis à des posts que j'ai fait pour clarifier tout ça, parce que sinon c'est trop restrictif et des personnes qui ne seraient pas au sein de couples mixtes pourraient se sentir exclus voilà, de cette présentation, ce qui n'est pas le cas. La deuxième observation, c'est que quand on parle d'expatriation, c'est pas expatriation au sens strict, c'est-à-dire contrat de travail salarié, mais c'est un changement de résidence de la famille, quel que soit le statut, entrepreneur, commerçant. Oui, Euh, complètement. Oui, oui. Et effectivement, dès que même une famille franco-française habite à l'étranger, peu importe la durée prévue, il faut se poser la question du droit international. Voilà, donc les étudiants, les retraités, absolument tout le monde est concerné. Donc c'est vraiment beaucoup plus de la mobilité internationale que de Mhm, l'expatriation. tout à fait. Et troisième observation, donc effectivement, moi je pratique le contentieux.
par choix et parce que je trouve ça absolument passionnant. Et je pratique aussi le conseil, justement parce que j'ai constaté à quel point le droit international privé était une matière méconnue. Et du coup, la différence entre toi et moi est quand même voilà, assez ténue dans ce type de circonstances parce que je ne suis pas pro-guerre, loin s'en faut, mais Non, non, c'est sûr. tout un chacun a le droit de manifester et l'une des parties à un litige, aussi pacifiste soit-elle, parfois est contrainte à se défendre parce que la volonté de pacification est unilatérale. Donc, enfin, je pense qu'on est quand même assez nombreux à vouloir que les litiges se règlent au mieux ou que les différents points de vue convergent. Ceux qui font que du contentieux, bon, il y a ceux qui font que de la médiation, mais on peut très bien orienter les clients. Enfin, on est là pour orienter les clients vers la meilleure solution possible pour eux. Je précise aussi là-dessus, ça m'arrive aussi d'aller devant les tribunaux parce qu'effectivement, moi, la personne qui vient me voir, c'est une des parties du couple et elle n'est pas responsable de ce que pense l'autre et de comment réagit l'autre. Donc, il faut que la personne qui vienne me voir soit orientée et ouverte à la paix. Voilà. Parfois, effectivement, il n'y a pas d'autre choix que de ne pas réussir à se mettre d'accord sur tout. Voilà, il faut que Et tous parfois, les c'est aussi un choix des parties d'ailleurs, hein, de se dire on a réussi à se mettre d'accord sur ça comme point. Là-dessus, il reste un point non fermé et on choisit de laisser ce point tranché par un juge. Et pour moi, c'est aussi complètement OK. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. mais on est au service des parties, donc on est bien évidemment OK selon leurs instructions. Alors, du coup, pour commencer cet échange, alors je me mets dans la peau de ceux qui nous écoutent parce que je pense que la médiation devient de plus en plus connue, est un mode alternatif de règlement des litiges de plus en plus connu, mais tout le monde n'y a pas recours et tout le monde n'a pas spontanément, ne prend pas l'initiative d'y recourir. Donc, j'ai essayé de mélanger les questions de profanes et un petit peu plus techniques pour que chacun. J'essaierai d'y répondre au mieux. Tu es médiatrice depuis combien de temps? Avocate depuis médiatrice depuis combien de temps? Alors moi, je suis les deux depuis la même période. Depuis 2016, j'ai prêté serment en 2016 et donc j'ai eu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2015 et pareil, certificat de médiateur que j'ai fait en Allemagne, moi à la base, aussi en 2015 et en exercice vraiment depuis 2016. Ok, super. Pourquoi as-tu voulu coupler du coup cette double compétence ou cette double casquette d'emblée? Parce que c'est super intéressant que tu aies Non, fait les alors deux. pas d'emblée, pas d'emblée. À la base, moi je me suis installée d'emblée 2016 directement et j'ai commencé un peu de manière traditionnelle pour les avocats, plutôt généraliste, à prendre les dossiers qui me venaient. Alors plutôt pour les particuliers quand même, mais famille, pénal, locatif, je prenais un petit peu tous les dossiers en m'estimant heureuse d'avoir des clients qui viennent me voir. Jusqu'à ce que j'ai là au moment du confinement une personne qui me demande de valider juridiquement le fait qu'il partait donc, de Strasbourg pour aller à Lyon avec les enfants. Ok. Ce qui représentait un aléa judiciaire très faible puisqu'il y avait eu la grève des tribunaux avant, puis le confinement, les juges étaient surchargés et il avait la résidence principale déjà des enfants. Donc, il y avait relativement peu de risques que ça change, mais je trouvais ça pas du tout correct et c'était pas conforme à mes valeurs parce que pour moi, c'était pas dans l'intérêt des enfants. Et j'essayais de l'exprimer au monsieur qui n'était pas du tout ravi d'entendre ce que je lui disais. Donc ça se passait pas bien. J'arrivais pas trop à dormir, pas trop à travailler, pas trop à facturer sur ce dossier-là. Le client n'était pas content et je me suis dit mais ça c'est juste pas possible. Et j'ai hésité à arrêter d'être avocate et à plus faire que de la médiation. Et je me suis fait tirer les cartes. True story. Je cherchais une musique pour travailler qui s'appelle L'envol du papillon et je suis tombée sur une cartomancienne qui s'appelle L'envol du papillon. Dans une vidéo YouTube, tout à fait, que j'ai Ouais, c'est ça. visitée. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et elle m'a dit, non, mais effectivement, avocat, ça, d'après ce que disent les cartes, ça te va bien, ça fonctionne bien, ça te fait plaisir, c'est satisfaisant et tu es reconnu aussi comme ça. En plus, financièrement, c'est quand même plus sécurisé que juste médiation. Donc,
pour le moment, n'ont pas arrêté d'être avocats. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans la valeur de paix, de contribution à créer quelque chose d'assez harmonieux, où chacun pourrait prendre sa juste place et se réaliser pleinement. Mais ça ne veut pas dire d'arrêter d'être avocat. Parce que cette compétence juridique que j'ai, en particulier en matière de droit international de la famille, elle est utile. Il faut juste que je la mette au service de ce qui me convient. Donc, de travailler vraiment avec les deux ensemble en cohérence, ça fait depuis 1 an et demi. En gros, fin du confinement. Et le temps après de voir comment réussir à donner une cohérence à l'ensemble. Donc, c'est assez récent, en fait. Ok, merci pour ta réponse. Avant, j'ai fait un peu les deux, pardon, un peu version schizophrénique avec l'avocat, où j'avais l'impression qu'un bon avocat devait être un avocat guerrier qui saisisse tous les éléments juridiques comme des armes, un peu pour gagner, pour remporter la conviction. Et puis de l'autre côté, médiateur, qui était vraiment dans cette recherche de solutions gagnant-gagnant. Et ouais, c'était assez dissociatif en moi. D'accord. Alors, après, tout dépend de la pratique de chacun, mais effectivement, à chaque fois qu'on peut trouver des points d'accord, moi, je privilégie toujours ce type de solution. Et j'évite au maximum de mettre de l'huile sur le feu pour ne jamais rompre, ne pas rompre le lien de confiance qui existe encore, aussi faible soit-il. Et aboutir à des situations de radicalisation des positions. Donc, voilà. C'est une manière d'exercer qui existe et je me rends compte qu'elle existe de manière plus fréquente que ce que je pensais encore. Et ça, c'est aussi une vertu un peu du confinement, c'est qu'on s'est reconnecté par d'autres moyens, notamment LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, Instagram ou autres, et qu'on peut voir d'autres manières de faire que ce qu'on peut avoir en tête. Donc oui, il y a de plus en plus d'avocats qui sont vraiment dans cette contribution à la paix. Et j'ai l'impression en particulier en droit international privé. Alors, je ne sais pas du tout si c'est lié au confinement. Moi, ça fait 20 ans que j'exerce, donc je pense que c'est plus une question de personnalité, en fait. Aussi possible. Je ne suis pas du tout là pour détruire la partie adverse. Mais que ce soit plus visible, qu'il y ait cette manière d'exercer là. Donc, voilà, effectivement, je refuse de porter des demandes qui me semblent nocives à la communication entre parents et préjudiciables à l'intérêt supérieur des enfants. Donc, je pense qu'on a tous un mode d'exercice qui est lié à notre personnalité. C'est pour ça que les gens viennent nous trouver et sont satisfaits ou pas de nos prestations. Et quelqu'un qui souhaiterait être outrageusement vindicatif, il ira voir un autre conseil. Et puis, c'est parfait comme ça. Je pense qu'il y a vraiment une synergie entre l'avocat et son client. Alors, j'avais quelques questions sur la durée de la formation, le contenu de la formation et qui la dispense pour les avocats. La formation à la médiation ? Oui. Alors, moi, j'ai fait ma formation en Allemagne, comme dit, parce que c'était par le bouche à oreille ce qui m'a emmené en Allemagne. Mais généralement, alors, en Allemagne, il y a un texte légal qui prévoit la formation permettant d'être zertifizierter Mediator, et c'est 170 heures de formation théorique, et ensuite encore 30 heures alors j'ai un doute si c'est intervision ou si c'est supervision, enfin, donc analyse de pratique ou supervision. Supervision, on apporte une situation dans laquelle on a été médiateur et on a un retour de formateur plus aguerri sur la situation, et intervision, partage de pratique, on échange avec d'autres médiateurs sur la pratique. J'ai un doute, mais enfin, 170 heures théoriques, 200 heures en ajoutant de la pratique. En France, c'est pas réglementé. La seule chose qui est réglementée, c'est le diplôme d'état de médiateur familial, qui permet après de travailler dans des associations qui sont généralement subventionnées par la CAF, où donc la médiation familiale coûte peu pour les personnes qui viennent la faire. Et alors, cette formation-là est longue. Je pourrais plus dire le nombre d'heures, mais je crois que c'est 400 heures de mémoire. C'est quelque chose qui est vraiment très, très long, et beaucoup long aussi par validation des acquis, en réalité, l'expérience. Il n'y a pas de formation générale. C'est un cours d'organisation. Maintenant, il va y avoir aussi un conseil de la médiation, mais c'est en cours. C'est en train de se faire. Et je pense qu'on va s'orienter aussi vers du 170 heures à peu près. Et pour les avocats, donc il n'y a pas non plus de formation spécifique,
Mais pour être avocat référencé sur les listes du Conseil national de la médiation des avocats, de mémoire, on est aussi dans les 150-170 heures. Alors, encore des autres questions. Donc, qui la dispense, je crois qu'il y avait aussi. Exactement. De nouveau, il n'y a pas d'unification. Donc, il y a tout un tas d'organismes qui peuvent se dire formateurs en médiation. Et c'est OK. En Allemagne, il faut avoir un certain nombre d'heures dans la théorie de la médiation, dans un peu de droit, un peu de psychologie, un peu voilà, différents blocs qu'on doit avoir. Il n'y a pas encore ce cahier des charges précis en France, pas d'organisme précis. On peut en faire dans pas mal d'universités maintenant, de plus en plus, pas mal d'instituts privés aussi, d'associations. Et combien de temps ça dure? Donc, je l'ai dit, c'est souvent sur pas mal de temps. Moi, c'était 1 an et demi. Ça permet aussi entre les temps de formation d'évoluer, de, Bien de, sûr. de digérer un peu tous les contenus et d'évoluer soi-même. Alors, pour du coup nos auditeurs qui souhaiteraient trouver un médiateur pour les aider, tu peux redire où on peut trouver la liste des avocats qui sont formés à la médiation? Oui, alors c'est le CNMA, Conseil national des médiateurs avocats. Je crois que je vais vérifier en même temps juste pour être sûr exactement des termes. On mettra le lien. Centre national de médiation des avocats. https://cnma.avocat.fr. Super. On mettra le lien, ce sera plus simple, dans la légende de LinkedIn et Instagram pour que nos auditeurs puissent la retrouver. Mais encore une fois, on peut être médiateur sans être sur cette liste aussi. Et n'importe qui peut s'appeler médiateur. Donc là, pour vérifier un peu qui on a en face de soi, mon meilleur conseil, c'est d'essayer d'avoir des contenus un peu personnalisés pour voir si on a cette impression de compétence et de bons matchs, de bonne adéquation entre le professionnel qu'on a en face de nous et nous. Pour Bien tous sûr. les professionnels, dans tous les domaines. Et ça vaut également pour tout avocat, enfin le choix de tout avocat selon le qu'on a à traiter. Il y a un fit entre cette alchimie, conseils. Alors, en tout premier lieu, du point de vue des clients, quels sont les objectifs de la médiation? C'est-à-dire du client qui vient te voir en vue d'une médiation, quels sont ses objectifs clairs ou que tu fais, toi, émerger? Oui. Alors, j'en citerai deux, en fait. L'un, c'est d'avoir une solution concrète. Et le deuxième, c'est la reprise de la relation apaisée. C'est les deux aspects vraiment qu'on a dans la médiation. Le premier, c'est la solution concrète. On vient pas juste pour parler. C'est pas voilà, juste 1 heure de psychologie où on va être content, on va avoir tout lâché et puis on va repartir, mais concrètement, on saura quand même pas plus comment faire. À la fin de la médiation, on a vraiment une solution très claire. Pour moi, un bon accord de médiation, c'est un accord tête, cœur, main. Si tu as vu mes vidéos, tu as déjà vu aussi. Tête, quand on réfléchit, on se dit, bah oui, c'est logique, c'est une bonne solution, c'est rationnel, c'est OK, c'est vraiment bien. Cœur, on peut ressentir en soi quand on dit, mais ça va être ça les choses, parce que je me sens bien avec la solution et ouais, je me sens bien. Avec ça, je peux m'imaginer vraiment vivre les prochaines années. Et main, et c'est là où je fais le lien, c'est une solution très très concrète. On sait qui fait quoi, quand, comment. On a un mode d'emploi à la fin. On a une réponse très concrète aux questions qu'on se pose. Premier point. Deuxième point, il y a cet élément de reprise de la relation qui est très important. Parce que sinon, le qui fait quoi, quand, comment, on peut l'avoir devant le juge. Peut-être pas pour tous les détails, mais globalement, on peut l'avoir. Par contre, on n'aura pas cet élément reprise de la confiance, reprise de la relation. Dans la médiation, les personnes vont pouvoir exprimer leur histoire, comment elles ont vécu l'histoire, et comprendre comment l'autre a vécu l'histoire. Et généralement, c'est toujours incroyable de voir à quel point les gens ont des aha effects de ah bon, mais toi, c'est comme ça que tu as vécu ça. C'est vraiment la découverte pour tout. Et ça vaut aussi pour les médiations d'organisation préalable quand les couples s'entendent bien et que, par exemple, ils veulent faire un contrat de mariage. Faire un contrat de mariage, ça peut être aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand il y a un enfant qui vient au monde, qui s'en occupe, qui gagne moins d'argent, qui ralentit sa carrière et comment on en tient compte dans l'équilibre financier du couple. Sur un couple, par exemple franco-allemand,
si on n'en parle pas, chacun va avoir dans sa tête ses préconceptions sur ce qui se passe de manière complètement logique et normale. Quand on en parle, on va pouvoir poser des questions, mais pour vous, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous envisagez les choses? Et très souvent, il y a des différences énormes. Par exemple, souvent en Allemagne, quand une maman accouche, elle reste au moins 1 an à la maison, en tout cas pour l'Allemagne du Sud, et après, elle reprend à mi-temps. En France, souvent, quand l'enfant a 3 mois, on le met à la crèche à plein temps. Et plein temps, pour la femme, ça va être un plein temps avec ses 35 heures par semaine, voire plus, parce qu'elle a à cœur de prouver à son entreprise qu'elle est toujours aussi mobilisée, même si elle est devenue maman. Et ça, si on n'en parle pas, c'est compliqué. Donc, la médiation permet de mettre des mots, de recréer cette communication et cette confiance pour qu'ensuite les gens soient capables de faire leur mode d'emploi tout seuls. Qu'ils aient plus besoin de nous à chaque étape de leur vie pour ça. Ils peuvent venir nous voir, bien sûr. On sera ravis de les accueillir. Mais en soi, ils n'ont plus besoin de nous pour recréer leur mode d'emploi. Alors, je pense qu'il y a peut-être un troisième objectif, c'est vraiment une feuille de route pérenne. Ça, oui, c'est bien sûr. C'est que ça aille avec. Alors, parce qu'à contrario, souvent, quand on est devant la juridiction, on a une solution, mais qui est vraiment dans l'action. Et on tranche, enfin le magistrat tranche, statue sur des demandes qui sont souvent radicalement opposées. Il y a un perdant, un vainqueur qui le vit comme ça, qui a du ressentiment, et ça peut polluer toute la suite de la relation, tout simplement parce que la décision ne sera pas correctement exécutée. Et ça incite l'une des parties à ressaisir le juge à la première occasion. Donc, c'est pérenne parce que d'une part, les parties ont été mises d'accord, se sont mises d'accord et sont toutes les deux OK avec la solution, donc elles vont l'appliquer. Alice, c'est pas audible. Faut qu'on attende. OK. Faut qu'on y a tu vois, quand on échange, parce que sinon, c'est pas audible à vidéo. Je voulais juste rajouter que la recherche d'une solution pérenne, c'était sans doute le troisième objectif. Pour moi, ça découle du point 1 et 2 ensemble. Voilà, mais je voulais mettre ça en lumière par rapport à ceux qui regarderont cette vidéo. Et tu as mis en lumière un autre point sur les représentations culturelles. Effectivement, je pense que pour nuancer peut-être un tout petit peu, il y a effectivement en Allemagne une certaine représentation, en France une autre représentation, mais qui peuvent engendrer de la souffrance, même si c'est la représentation pour la personne dont c'est le pays d'origine. C'est-à-dire que oui, en Allemagne, c'est plutôt s'arrêter plus longtemps, reprendre à mi-temps, etc. Ça peut occasionner énormément de souffrance chez des femmes qui ont envie de reprendre normalement leur vie professionnelle et qui ne trouvent pas épanouissant le fait de travailler à moitié ou de rester 1 an à la maison. Et par ailleurs, pour des femmes françaises, ça peut être un choix de reprendre le plus rapidement possible une activité professionnelle parce que c'est une composante de leur équilibre et non pas forcément pour satisfaire l'employeur. Et par ailleurs, effectivement, il faut penser à celles pour lesquelles mettre son enfant tout de suite à la crèche au bout de 3 mois, ça peut être également une vraie souffrance. Donc, au-delà des représentations mentales, c'est plutôt pas parce qu'on a des représentations mentales qu'on se les est appropriées, d'où l'intérêt d'échanger entre futurs époux, tu parlais d'un contrat de mariage, et époux, sur les représentations qu'on a de la culture dans laquelle on baigne et dans quelle mesure on les fait pas siens et on veut s'écarter un petit peu des schémas environnants. Donc, c'est tout l'intérêt que tu proposes ou que je peux proposer pour des contrats de mariage où c'est complètement, c'est de la haute couture et c'est sur mesure. Exactement, c'est le luxe de la solution. Complètement pour les représentations culturelles, ce sont les gros schémas. Une chose, c'est de pouvoir simplement évoquer ensemble ce qu'on veut vraiment. Et parfois, on se rend compte que ce qu'on peut souhaiter, on n'a pas l'impression qu'on peut le réaliser. Par exemple, une femme qui va pouvoir dire, mais moi, j'aimerais bien que mon enfant aille à la crèche, alors peut-être pas 3 mois, mais au bout de 6 mois, et peut-être commencer en mi-temps, etc. Mais j'ai pas de solution de garde. Comment est-ce qu'on fait? Et parfois, ça peut aussi être de faire des liens avec d'autres professionnels, pas juste avocats et médiateurs, mais peut-être des assistants à la gestion administrative,
je pense. Alors là, ce sera pas sur forcément les gardes d'enfants, mais quoique, faire des démarches pour trouver une place à la crèche, chez une nounou ou autre, peut-être qu'on sait pas faire et qu'on a juste l'impression qu'on n'a pas ce choix. Et moi, ma conception aussi du métier, c'est d'avoir tout un réseau autour de moi pour pouvoir adresser les personnes à d'autres personnes ressources pour qu'elles choisissent vraiment leur solution et pas en se disant mais j'ai pas le choix. Si, j'ai plein de solutions et je pioche avec toutes les possibilités pour créer vraiment ma solution qui me convienne. Je voudrais ajouter une anecdote par rapport à ce que tu évoques. Une option qui peut sembler universellement bonne peut ne pas l'être pour l'un des époux. Je pense à une maman qui voulait mettre son enfant dans une école, enfin chez nous, une école maternelle bilingue. Donc, je parle d'un couple mixte franco-allemand. Et la maman voulait qu'il soit dans une école mixte dès la maternelle. Et le papa, il était farouchement opposé. Parce que lui, son ressenti, c'était que ça allait encore favoriser la relation entre la maman qui parlait allemand à son enfant et lui qui parlait français à son enfant. Et il ne voulait pas nourrir cette proximité avec l'Allemagne culturelle, etc., que pouvait favoriser l'école bilingue. Donc, le magistrat était époustouflé et la consoeur elle-même qui représentait monsieur était totalement abasourdie et avait peine à lui faire entendre raison. Alors que c'est, je le dis, hein, il y a toujours des exceptions, mais enfin, c'est un peu le must quand on est un couple mixte d'avoir la chance de pouvoir scolariser son enfant dans une école bilingue dès la maternelle. Donc, attention vraiment aux stéréotypes, aux clichés et à ce qui semble communément admis, parce qu'au cœur intime d'une relation parentale, ça peut engendrer un certain nombre de réactions inattendues. Là où la médiation est intéressante, c'est que dans une situation comme celle que tu viens d'évoquer, on pourrait juste regarder en droit la demande d'inscrire l'enfant dans une école internationale ou bilingue, et d'un côté, et de l'autre, de ne pas le faire. Et si on reste là-dessus, on est juste sur l'un gagne, l'autre perd, et les deux se pensent un peu idiots, d'un côté. Avec la médiation, on va avoir des outils qui permettent d'interroger ce qu'il y a comme besoin fondamental de la personne pour avoir cette stratégie-là. Et en fait, probablement que le papa, il a juste peur d'être exclu. Il a juste peur de ne pas trouver sa juste place avec son enfant. Il a peur que le lien de la maman et de l'enfant l'écrase ou que l'enfant soit pris dans une fusion qui lui permette pas de s'épanouir lui-même. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Mais avec la médiation et avec des outils qui permettent une certaine aussi délicatesse et confiance et un cadre intime, il va pouvoir expliquer et dire, mais moi, en fait, j'ai besoin de me sentir autant papa que la maman et maman, et j'ai besoin de sentir que mon enfant est vraiment libre et qu'on le piège pas dans une relation débordante. Et on va pouvoir dire, okay, de quoi vous auriez besoin pour pouvoir vous dire, mais oui, mon enfant, il est justement équilibré et vous êtes justement papa comme vous voulez. Et là, on part sur la recherche de solutions beaucoup plus large que juste dire inscription ou pas inscription. Alors, par chance, parce que je sais que tout le monde aime les happy end et connaître la fin des anecdotes, on a tous fait un énorme travail, ma consoeur, ma cliente, moi, et puis évidemment le magistrat, pour rassurer le papa. Et le magistrat a statué au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et effectivement a autorisé l'inscription de l'enfant dans cette école maternelle bilingue. Sachant que les intentions de la maman étaient vraiment ultra positives et pas du tout en vue d'exclure le papa. Et finalement, le papa y a trouvé son compte. Donc, voilà. Il y a de jolies histoires. Et nous ne sommes pas revenus devant les tribunaux et c'est la preuve que ça tient. Voilà. Alors, dis-moi, en ce qui concerne donc la médiation, en moyenne, alors je sais que la question, elle est… Mais en moyenne, combien de temps ça dure? Alors, pas en termes de laps de temps, semaines, mois, etc. Mais toi, tu as observé qu'il faut combien de séances? Alors, on peut dire peut-être comment ça se déroule et il faut combien de séances pour parvenir à une ébauche de formulation d'accord, donc de consensus?
Alors, comment ça se déroule? Souvent, en tout cas, tel que moi je le fais, moi, médiateur, j'ai un entretien individuel avec chacune des parties pour expliquer vraiment ce qu'on peut décider ou pas décider en médiation et notamment rappeler le principe fondamental de la médiation, c'est que c'est l'autonomie, la volonté des parties. Donc, il y a un accord que si les parties sont satisfaites de cet accord. C'est une garantie fondamentale, on ne peut rien leur forcer. Il y aura rien qui ne leur convienne pas. Par contre, ça veut aussi dire qu'il y aura rien comme solution qui convienne pas à l'autre. Ce qui implique qu'il faut que les deux soient suffisamment ouverts pour sortir de leur juste inscription ou pas inscription. Peut-être qu'au final, il y aura inscription ou pas inscription, mais il y aura plein d'autres éléments qui permettront de rendre la totalité acceptable. Donc, un entretien individuel, généralement 1 heure, 1 h 30, avec chacune des parties. Et après, rencontre de médiation, donc tous ensemble. Soit, effectivement, sur place, c'est quand même toujours le must. Non, l'idéal. Soit, si c'est trop compliqué, notamment parce qu'on a des familles dans tous les points de la Terre, visioconférence. Maintenant, on sait faire aussi par Zoom, on peut faire plein de partages d'écran et autres, ça fonctionne bien. C'est pas le top, c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne quand même. On peut vraiment avoir des sacrées avancées avec ça. Combien de rencontres de médiation? Ça dépend beaucoup, évidemment. Voilà, ça dépend du nombre de questions à traiter. Est-ce qu'on est sur un divorce? Il faut traiter la résidence des enfants, le droit de visite des enfants, les vacances, les frais. Est-ce qu'il faut en plus régler la question de la pension pour l'autre parent, entre les parents, le temps de la séparation, les effets du divorce avec prestations compensatoires, potentiellement Versorgungsausgleich, et peut-être encore plus le partage des biens. C'est pas pareil que s'il faut juste décider des enfants ou juste voir pour la prestation compensatoire, Versorgungsausgleich. Donc c'est quand même très variable, mais 2 rencontres, ça permet déjà d'aller vraiment loin. Première rencontre où les personnes peuvent mettre un peu à plat leur histoire, exprimer leurs ressentis et déjà commencer à recréer la confiance. Et là, on arrive à aller sur 1 ou 2 thèmes, sachant que dans la médiation, il n'y a pas de conseil juridique. Donc, quand c'est un sujet qui est juridiquement pertinent, il faut que les parties aillent se faire renseigner aussi, se fassent informer sur l'étendue de leurs droits, qu'elles puissent savoir aussi, oui, vous pouvez éventuellement prendre cet accord, sachez que vous auriez le droit à plus, mais que vous risqueriez aussi d'avoir moins, pour qu'elles soient vraiment en conscience dans la solution trouvée. Donc, minimum quand même 2 rencontres de médiation pour les sujets familiaux qu'on évoque. Ça peut aller plus, mais déjà en 2, on voit beaucoup d'évolution. D'accord. Donc, quand De tu 3 évoques... heures, pardon, j'ai pas précisé. Rencontre de médiation, moi je compte 3 heures avec des pauses. Ok, d'accord. Quand tu évoques ces aspects juridiques ou d'opportunité, est-ce que du coup, puisque tu es le médiateur des deux, ça veut dire que chacun doit avoir son avocat? Comment tu organises ça? Alors, quand moi je suis comme médiateur, j'ai ma casquette médiateur, je donne aucun conseil juridique, si ce n'est aller voir un avocat, si on veut que. Voilà. Donc oui, les deux doivent avoir un avocat, doivent se faire enseigner, informer, conseiller. Les avocats sont pas nécessairement présents en médiation, mais ils peuvent l'être. Et moi, je préfère que les avocats soient présents. Après, des avocats formés au moins à l'accompagnement à la médiation, ou en tout cas dans une démarche amiable. D'accord. Voilà. J'ai vu un post sur LinkedIn d'une personne qui écrivait qu'elle avait fait une médiation et qu'elle avait regretté que les avocats soient présents parce qu'ils faisaient leur plaidoirie un peu au milieu. Choisissez votre avocat, encore une fois. Un Mais ça, avocat c'est qui comprend la pas du démarche. tout notre rôle. Hein. Enfin, je suis épouvantée. Oui, oui. D'accord. Effrayant, c'est complètement effrayant. Oui, du coup, est-ce que quand tu dis que tu ne donnes pas de conseils juridiques, pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que c'est une impossibilité, une incompatibilité d'ordre déontologique ou est-ce que c'est ta manière éthique et déontologique de procéder? Alors, réponse en 2 temps. Le médiateur ne peut pas donner de conseil juridique. Voilà, c'est pas sa fonction, c'est pas sa mission, c'est pas sa compétence et c'est pas son engagement de responsabilité. Médiateur, c'est pas de conseil juridique. En plus, le médiateur, il doit pouvoir être là pour les 2 parties et vraiment dans une démarche d'accueil des émotions pour les faire circuler. Donc, s'il est là en analyste juridique de ça, il n'est plus vraiment à disposition complètement des parties et il prend position quelque part, ce qui peut en plus créer un déséquilibre complètement dans la médiation. Donc, premier temps, le médiateur, pas du conseil juridique.
Après, le deuxième temps, c'est que l'avocat, par contre, lui, il peut faire circuler la communication de manière plus ouverte. Donc, quand je suis médiateur, je peux pas donner de conseils juridiques. Quand je suis avocat qui donne des conseils juridiques, je peux utiliser les outils de la communication. Donc, si les gens viennent me voir comme avocat, j'interviendrai auprès de l'autre partie avec des outils de médiation pour favoriser la recherche d'un accord, mais ce sera clair. Là, je serai avocate qui défend les intérêts de mon client, voilà, en utilisant notamment la communication non violente, etc. Mais médiateur, pas de conseil juridique. Okay. Alors, du coup, pour être concret, imaginons un couple qui se sépare avec des enfants, qui souhaite un divorce par consentement mutuel et qui souhaite le recours à un médiateur ou une médiatrice pour les aider à mettre en musique leur desiderata. Du coup, est-ce que tu peux nous donner le schéma, le ou la médiatrice, chacun un conseil et comment se passe la mise en forme, etc. Est-ce que tu peux nous donner le déroulement procédural? Alors, généralement, ce qui se passe quand même plutôt, c'est que un des clients va voir un avocat d'abord. Il n'aura pas le réflexe médiation, il aura le réflexe avocat. Okay. La première chose que va faire l'avocat, souvent, c'est de voir quels seraient les droits applicables et quels seraient éventuellement où est-ce qu'on pourrait faire un divorce. Ok. Alors ça, quand le confrère a de bons réflexes de droit international privé. Oui. Encore une fois, choisissez votre avocat par pitié. Choisissez votre avocat si vous pensez qu'un avocat est utile. Renseignez-vous. Si vous avez une famille avec un élément international, allez voir un avocat qui maîtrise ça. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je montre, je vais partager mon écran. Je pense que tu connais ce que je vais montrer par cœur, bien sûr. Hop. Partager l'écran. Ok. Hop. Alors, là, vous voyez une carte mentale du divorce. Divorce international. Donc, encore une fois, international, c'est dès qu'il y a un élément d'extranéité, pardon. Tout peut être possible quand même en extranéité. Il y a toutes ces réponses à traiter quand on envisage de divorcer. Qui peut prononcer le divorce? Donc, quel juge? Est-ce que ça va être le juge de chez nous, le juge d'un autre pays? Et quelle loi il doit appliquer au juge, au divorce? On ne va pas entrer dans le détail, mais un juge français peut prononcer un divorce selon le droit allemand et inversement. Et après, quels seront les effets? Alors, pour les obligations alimentaires, c'est-à-dire la pension alimentaire, en gros, pareil. Quel serait le juge? Quel serait le droit applicable? Pour les enfants, où est-ce qu'ils habitent? Qui prend les décisions qui les concernent? Pareil. Quel juge? Quelle loi applicable? Et là, c'est le pompon sur la pomponnette. Le régime matrimonial, le partage des biens. Voilà, les lois applicables, il y a toutes ces questions qui se posent. Et pareil, pour savoir quel serait le juge ou le notaire qui serait compétent, il y a toutes ces questions qui se posent. J'arrête là mon écran. Donc, je vois, et j'explique aussi aux personnes, on fait ensemble une carte mentale simplifiée pour leur situation, où on va dire, mais vous pourriez éventuellement... Juste un très court instant, juste pour clarifier. En fait, en droit international privé, on dissocie la juridiction compétente et la loi applicable. C'est la règle de base, premier cours de droit international privé. C'est hyper important. Pour en arriver à ce que tu disais, le juge n'applique pas forcément sa loi. Pour nous, c'est une évidence. Parfois, pour les clients, c'est un petit peu plus difficile à appréhender. Et après, effectivement, on doit composer avec les différents règlements communautaires. Donc, parce qu'on part sur le couple franco-allemand. Et donc, composer aussi avec des concepts qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est pour ça qu'on parle d'obligation alimentaire et que dedans, il y aura la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. On parle aussi de responsabilité parentale qui va recouvrir l'autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et la question de la liquidation du régime matrimonial est traitée à part. Je voulais juste, voilà. Et le Versorgungsausgleich encore à part, la liquidation des droits à retraite. Voilà, je voulais juste, exactement, merci. Je voulais juste ajouter ça en commentaire de la carte mentale.
c'est ça. Ah, ton micro désactivé maintenant. Hop, je te demande de réactiver ton son. Voilà, c'est bon, ça active. Parfait. Oui, donc c'est ça, c'est voir avec eux quels seraient leurs souhaits et après voir quand même ce qui est possible de faire. Par exemple, un divorce par consentement mutuel, c'est un des moyens de divorcer en France. Il y a 4 raisons possibles pour divorcer. Le consentement mutuel, où on est d'accord sur tout, le principe du divorce et l'ensemble des effets qu'on vient d'évoquer, y compris le partage. Après, il y a le divorce accepté. En gros, on est d'accord sur le principe du divorce, mais pas tous les effets. Oh, je t'ai perdu. Ah, voilà. Pardon. Je suis désolée pour ces interruptions. Ce sont des appels que je reçois, donc ça crée une interruption. Je suis désolée. Ok. En tout cas, on t'a retrouvé. Donc, je redisais, le divorce par consentement mutuel, les époux sont d'accord sur l'intégralité des effets. Divorce accepté, ils sont d'accord sur le principe du divorce, mais pas forcément l'intégralité des effets. Altération définitive du lien conjugal, c'est-à-dire qu'ils sont séparés depuis au moins 1 an maintenant. C'était 2 ans avant, c'est 2 ans, c'est 1 an maintenant, au moment du prononcé du divorce. Et le dernier, le divorce pour faute, voilà, qui généralement écarquille des yeux les Allemands. Divorce pour faute. En Allemagne, c'est l'échec du mariage et généralement, c'est 1 année de séparation qui permet de considérer que les raisons sont remplies. Le divorce par consentement mutuel, ça dépend ce que ça veut dire vraiment. Est-ce que les époux sont réellement d'accord sur l'intégralité ou est-ce qu'ils sont simplement d'accord sur le principe du divorce mais pas tous les effets? Ben, ça dépend. Donc, je vais voir avec eux comment ils se projettent dans les choses et voir s'ils ont déjà finalement vraiment leur accord sur l'intégralité. C'est pas la peine de passer par un médiateur. Ils ont déjà trouvé leur solution. S'ils disent mais on veut un divorce par consentement mutuel, mais concrètement actuellement on n'est pas d'accord sur tout, là oui, je vais pouvoir dire ben, allons voir un médiateur. On va déjà voir quelle c'est a priori la solution idéale pour la personne qui vient me voir, comment elle s'imagine les choses, tout en disant c'est ma proposition actuellement, sans connaître votre position. Donc voilà. Et moi, des médiateurs franco-allemands, j'en connais pas mal, puisque j'ai fait ma formation à la base en Allemagne et je fais partie aussi de groupes de médiateurs pour les familles, pardon, pour la médiation familiale internationale, formée par le MIC, pour la médiation in Kinshasa-Konflikt. Ils sont vraiment spécialisés en plus dans les enlèvements internationaux d'enfants, les déplacements dissidents. Donc, j'ai pas mal de médiateurs que je connais qui peuvent intervenir là-dedans et qui ont une compétence aussi interculturelle. Parce que très souvent, ça joue un rôle qui est, encore une fois, il ne s'agit pas de dire c'est ta culture, c'est ma culture, moi je suis 100% ma culture et autres. C'est de pouvoir poser des questions qui permettent de prendre conscience du rôle de la culture, du rôle de la place, parfois même inconscient, et de permettre aux parties de trouver leur vraie solution à elles-mêmes. Au-delà de je suis française, donc je fais crèche à 3 mois. Moi, comment ça me va, moi? J'envoie vers un médiateur, rencontre de médiation. Là, pareil, il y aura un entretien individuel et après une rencontre de médiation où je peux aller avec mes clients quand ils viennent me voir comme avocate, ou sinon, moi, je peux être recommandée comme médiateur par des avocats qui auront fait cette première consultation, généralement, avec leurs clients. Donc, ils sauront déjà que, oui, ils peuvent régler leur divorce intégralement s'ils le souhaitent. Sachant encore qu'en Allemagne, souvent, le juge du divorce est le juge que du divorce et de la liquidation du Versorgungsausgleich, péréquation des droits à retraite, et il peut rajouter le partage. Mais par exemple, les enfants, c'est un autre juge. Donc, c'est aussi voir ce que veulent régler les parties comment, selon leurs conditions, selon leur situation. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question ou pas. Non, mais t'inquiète pas, j'enchaîne. La question, c'était... du coup, pour un couple, là pour le coup, on va parler de couple mixte, l'un de nationalité française, l'autre de nationalité allemande. Il faut que le divorce par consentement mutuel puisse être exécuté, enfin les dispositions puissent être reconnues, exécutées dans les 2 pays. Est-ce que tu peux expliquer du coup la procédure en France et la procédure en Allemagne? Parce que c'est pas parce qu'on s'est mis d'accord que pour autant c'est reconnu par les tiers. Alors, en France, si on est d'accord sur tout, le divorce par consentement mutuel, c'est un divorce hors tribunal. C'est un acte qui est en fait un accord, donc comme un contrat, c'est pas une convention de divorce, ou qui est signé par les 2 avocats, d'abord par les 2 parties et les 2 avocats des parties.
Cet acte est ensuite déposé chez le notaire. Alors peut-être pour préciser, il doit y avoir 2 semaines de temps de réflexion incompressible entre le moment où les avocats envoient le projet de convention par LRAR et où ce qui peut être compliqué en Allemagne aussi, je vous dis les postaux, mais qu'importe, je passe. Donc, tampon de la poste, le projet a été reçu par la partie, minimum 2 semaines, et ensuite, il faut se retrouver cette fois-ci en présence. On peut faire par acte électronique, mais il faut quand même qu'on vérifie en présence les cartes d'identité, etc. Sachant juste, je fais cette incise, qu'à partir du moment où les époux vendent un bien immobilier, à ce moment-là, l'intervention du notaire, elle est préalable ou concomitante, mais en tout cas, il doit être. C'est pas seulement une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vraiment partie à l'acte lorsqu'il y a cet aspect immobilier. Oui, tout à fait. Donc, je continue sur les 2 semaines. Après, les parties signent avec leurs avocats et ensuite, il faut enregistrer, c'est le notaire, dans la semaine. Quand il y a un bien immobilier, de toute manière, pour le partage, il doit y avoir un notaire. On n'a pas le choix. Nous, avocats, on n'a pas encore la compétence de prévoir qui est propriétaire d'un bien immobilier. Il y aura le notaire et généralement, dans les liquidations, donc prévoir le partage des différents biens. Quand il y a des biens immobiliers, on le fait avec les notaires. En particulier, quand il y a des biens immobiliers dans 2 pays, il faut bien sûr vérifier que ce soit faisable. Donc, on enregistre. Après, on peut demander à la chambre des notaires de nous donner un tampon, un certificat d'exécutabilité du titre exécutoire, qui fait que derrière, ça peut être enregistré en Allemagne. Et de fait, avec le stempel du notaire disant qu'il a enregistré le divorce, on transmet à l'état civil en France pour avoir une mention qui est faite sur l'acte d'état civil pour dire que le divorce est prononcé, et on peut le transmettre aussi en Allemagne pour pareil que ce soit enregistré. En Allemagne, il n'y a pas cet acte, ce divorce extrajudiciaire. Donc, ils reconnaissent le divorce français, mais eux ne le connaissent pas comme ça. Donc, c'est toujours un juge qui va prononcer le divorce. Et pareil, on peut demander au juge de nous remettre un certificat de caractère exécutoire et on pourra enregistrer en France sans problème le divorce d'un époux français réalisé en Allemagne. Est-ce que ton ressenti, c'est que quand on a le choix, je dis bien quand on a le choix, et donc ça dépend en fait des règlements européens, qu'est-ce qui est préférable en termes de procédure ou de souplesse? Est-ce que c'est de faire la procédure en Allemagne ou faire la procédure en France? Oui, alors moi je précise, c'est pas le quand on a l'option, ça on vérifie toujours avec la carte mentale. Est-ce que le juge français peut éventuellement trancher? Est-ce que le juge allemand peut trancher? Mais dans les faits, c'est souvent le cas. On a souvent 2 options, vraiment pour tout un tas d'éléments. Ça, ce que tu disais au tout début en disant que c'est passionnant le contentieux, c'est qu'on a énormément d'options. Et si on choisit une première option là, ça va avoir une implication aussi sur telle autre question. C'est un peu le jeu d'échecs. D'aller voir un avocat spécialiste du droit international privé, parce que sinon, ces options, on ne vous en parlera pas. Et ça peut avoir des incidences assez importantes parfois. Bien sûr. Voilà. Quand on a les 2 options possibles, qu'est-ce que moi je préfère? Moi, je préfère la requête conjointe en France. C'est-à-dire ne pas passer par le divorce par consentement mutuel français parce que c'est assez contraignant avec le fait d'avoir la présence de tout le monde et parce que il faut payer un droit d'enregistrement sur la liquidation du patrimoine. Autrement dit, on regarde combien il y a de patrimoine en actif et il faut payer maintenant, c'est 1,1% à l'État français. Oui. Voilà. Donc ça, moi, je préfère ne pas avoir en faisant une requête conjointe. Donc c'est sur le divorce accepté en France. On ne dit pas dès le début sur quel fondement on se base, mais on va demander en France le divorce sans dire pourquoi. Et on va dire qu'on propose de régler les effets du divorce au niveau financier sur les biens immobiliers d'une certaine manière, et tout le reste, on laisse le juge trancher. Et on peut lui proposer des choses, bien sûr. Et le mieux, c'est que les 2 parties disent au juge, on veut que le juge tranche le divorce en disant que les enfants résident à tel endroit, avec tel droit de visite de l'autre parent, qu'il y ait une pension alimentaire, qu'il y ait une prestation compensatoire, qu'il y ait éventuellement pas de péréquation des droits à retraite. Je sais pas comment toi tu fais, mais moi très souvent c'est ça l'accord général. Un montant global en prestation compensatoire et une renonciation par avance à la péréquation des droits à retraite. Et on fait une proposition
sur le partage des biens, mais qui intervient par la suite et qui permet d'avoir, pas forcément avoir les 1,1% sur la totalité des biens. Et ça va vite. Enfin, ça dépend. Mais généralement, ça va vite. Là, nous, à Strasbourg, on pouvait déposer nos demandes, avoir une date plus ou moins un mois, et après, le divorce était rendu à 6 semaines. Pour moi, il nous manque 3 JAF. Donc, en ce moment, c'est un peu plus long. C'est très rapide. C'est très rapide. En gros, ce qui prend le plus de temps, c'est de se mettre d'accord avant. Parce qu'il vaut mieux prendre le temps vraiment de se mettre d'accord, parce qu'ensuite, c'est réglé pour toute votre vie. Donc, on travaille peut-être 2-3 mois, peut-être 6 mois, peut-être un peu plus parfois dans certains cas, mais on règle tout. Et c'est réglé. Et puis, devant le juge, c'est aussi simple pour la reconnaissance. Voilà. Moi, mon préféré, c'est ça. Mais je sais pas, peut-être que toi, tu as une autre expérience, peut-être que tu préfères d'autres choix. Je te laisse cette appréciation. C'est vrai que nous, en région parisienne, les délais n'ont rien de commun avec ceux que tu évoques. Donc effectivement, oui. Bah, je souscris à ce que tu dis en partie. Ouais. Alors, ça fait déjà, je pense, plus de 45 minutes qu'on échange, au moins. On était parti sur un format de 45 minutes. Donc, ouais, on peut s'arrêter maintenant. Voilà, oui, non, je veux dire, je fais attention quand même au format. Alors, tu as répondu en partie à cette question. Mais donc, admettons, puisque chacun a son avocat et que du coup, tu fais exclusivement de la médiation quand tu es médiateur et tu ne donnes pas de conseil juridique. Du coup, tu as répondu par anticipation. Quand la médiation échoue en cours de route, ça peut arriver, hein, c'est pas le cas le plus commun, mais bon, tout peut arriver. Et les gens aiment bien poser ce genre de questions, les clients, lors des premiers rendez-vous. Du coup, chacun reprend son avocat et puis ça part au contentieux. Est-ce que tu as des cas dans lesquels tu as recommandé que chacun ait son avocat de prime abord et dans lesquels finalement l'un des protagonistes prend un avocat plutôt à la fin pour entériner l'accord qui a été trouvé? Ou est-ce que dans la majorité des cas, les deux époux, enfin futurs ex-époux, ont leur avocat dès le début? Alors, encore une fois, 2 temps. La première chose sur l'échec, pour moi, c'est très rare qu'il y ait des échecs au sens de on repart aussi fâché et ça n'a mené à rien. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y ait pas d'accord sur la totalité des éléments parce que les époux se mettent d'accord sur le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce point-là, par exemple. Et là, on parle plutôt d'une chose pas très importante en réalité, sur le montant de la pension alimentaire ou le montant de la prestation compensatoire. On a des évaluations entre 30 000, je sais pas, 30 000 et 50 000. C'est-à-dire, on laisse le juge trancher là-dessus. Et on est d'accord par avance à accepter le résultat, en gros. Est-ce qu'ils ont des avocats dès le début ou pas? Généralement, quand même, plutôt oui. Au moins une des deux parties en a un et on dit vraiment à l'autre, si l'autre n'en a pas, allez voir à la fin. Enfin, à la fin. Quand vous envisagez déjà de dessiner une solution, parce que vous dites, mais ça, moi, je peux m'imaginer vivre avec, ou plus tard, à ce moment-là, aller voir un avocat. Mais généralement, alors, moi, j'ai assez souvent, en fait, l'un a un avocat et l'autre est un peu... il est moins avancé dans la réflexion aussi, moins avancé dans le deuil quand on est en séparation. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, pour lui, ce sera plutôt tardivement qu'il y aura le conseil. Ok. Est-ce que, alors, sachant que de toute façon, le fait d'être assisté chacun par un avocat est obligatoire pour aller jusqu'au bout d'une procédure, en tout cas pour que le divorce soit entériné. Je parle de divorce, hein, donc relation qui a donné lieu à un mariage. Donc, sachant que c'est obligatoire, je pense qu'il y a quand même peu d'époux qui attendent la dernière minute pour prendre un avocat. Ça arrive. Si, moi, je vois quand même. Si. Après, on peut faire des mariages des divorces par défaut, hein, avec la personne. Enfin,
où la personne ne se présente jamais, donc il y a une demande, l'autre ne réagit pas et le divorce est quand même prononcé sur la base des demandes faites par le premier. C'est aussi possible. Après, quand il y a du patrimoine, pour partager le patrimoine, il faut pas qu'il y ait un conseil, et qu'il y ait une décision et qu'il y ait une signature. On ne peut pas rester complètement absent jusqu'au bout de la procédure. Mais si, moi, je vois parfois quand même l'époux ou l'épouse qui reçoit la demande en divorce et qui a du mal vraiment à faire les démarches pour aller voir un avocat. D'accord. Je parlais dans le cadre d'une médiation. Hein. Oui, mais là, pareil, oui, ils vont dire, bon, ok, j'y vais parce que je veux entendre ce qu'il a à me dire, mais qui, dans leur tête, n'ont même pas encore forcément passé le cap de se dire, on va régler un divorce. Du coup, c'est d'abord bien voir, bien comprendre et accepter l'idée que c'est fini et donc l'avocat intervient plus tard. D'accord, ok. Est-ce que il t'est déjà arrivé que, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais que des confrères jettent de l'huile sur le feu et rendent un accord impossible? Je caricature, hein, mais beaucoup plus difficile, on va dire. Oui. Alors, je l'ai pas vu encore en médiation, mais je l'ai vu plutôt moi comme avocate dans mes échanges avec d'autres confrères. Alors, oui, dans la médiation, dans le cas où tu es médiatrice. Non, ça, j'ai pas vu encore. Okay. Mais voilà, je dois aussi dire que je propose aussi aux gens des avocats dont je sais qu'ils sont amiables et je dis vraiment, choisissez, prenez le temps avant de faire venir votre avocat en médiation. Choisissez-le parce que vous savez qu'il va être disposé à faciliter une solution amiable. Bien sûr. Mais c'est vraiment informer les gens, vraiment choisissez votre avocat. Par pitié, vous avez la liberté de choix. Vous n'êtes obligé de prendre aucun avocat. Renseignez-vous sur sa compétence en droit international et sur sa volonté, sa disposition à travailler en accord amiable. Si c'est ça qui vous convient. Si c'est pas ça, aucun problème. Mais prenez le temps de choisir. Ça doit se détecter assez vite parce qu'il y a une énorme différence entre donner des conseils. Par exemple, vous semble opportun de vous mettre d'accord sur tel point, mais ce faisant, vous renoncez à un certain nombre de choses. On peut le dire de manière totalement neutre sous forme d'information. Et il y a une manière hyper agressive de le dire en disant que l'autre essaye de prendre l'ascendant sur vous, etc., etc. Donc, la personnalité de l'avocat, elle est vraiment cruciale. Complètement. Pour moi, il faut pas un avocat qui se pose comme sauveur, mais il faut un avocat qui mette à disposition son savoir juridique pour que vous puissiez rester autonome dans votre solution, que vous puissiez rester maître de votre décision. C'est tellement important. C'est votre décision, c'est votre vie, c'est votre famille. C'est pas celle de votre avocat. Donc, il faut pas que l'avocat veuille prendre la main sur votre vie. Vous voulez pas un gourou, vous voulez un conseil juridique. Alors complètement. Et parfois, on a un rôle délicat quand on sent qu'il n'y a pas d'animosité, qu'il y a une vraie volonté de trouver un accord, mais qu'on a l'impression quand même que le client ou la cliente fait énormément de concessions, énormément de compromis et renonce à beaucoup de choses. On a ce devoir, cette obligation d'information en tant qu'avocat, je dis bien avocat de l'une des parties, hein, pas médiateur. Et donc, oui, parfois, on a l'impression de soulever quelque chose qui pourra constituer un point d'achoppement, mais en se taisant, on ne remplit pas notre office vis-à-vis de notre client. Je suis d'accord. J'ai eu, là encore la semaine dernière, un monsieur allemand pour un divorce franco-allemand qui était prêt, en gros, à payer une rente à son ex-épouse jusqu'à la fin de sa vie, en plus d'une prestation compensatoire revenant à laisser ses droits dans un bien immobilier d'une belle valeur. Et je l'ai interrogé sur le sens que ça avait de faire ça. Et en fait, bon, il a un peu analysé qu'il y avait un sentiment de culpabilité encore, mais de son mariage précédent en réalité, et qu'il se sentait encore très coupable et que c'était ça qui lui faisait payer, et qu'il était prêt à aller à ce point-là. Donc ça, complètement, avocat amiable, ça veut pas dire qu'il va vous dire renoncer à tout pour avoir la paix. Non, non.
Vraiment, il faut pas mal me comprendre là-dessus. Ça veut pas dire renoncer à tout pour la paix. C'est pas la paix à n'importe quel prix, et c'est vraiment comprendre ce qui se passe à tous les niveaux. Voilà. Parce que, encore une fois, en fait, on cherche une solution pérenne, mais je pense que tu l'as aussi observé. On est assez proche de la séparation. On va pas se leurrer, il y en a toujours quand même un qui est plus moteur dans la Mhm. séparation que l'autre. C'est pas forcément d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, celui qui va refaire sa vie le plus rapidement. On a vraiment des surprises dans les dossiers par rapport au discours que tiennent les clients, avec des clients qui sont dévastés par une rupture et qui refont leur vie, voire ont une famille recomposée assez rapidement, en fait, après la rupture. Et donc, en recherchant une solution pérenne, il ne faut pas non plus être aveugle sur la trajectoire que peut prendre l'autre, en fait. Donc, effectivement, se contraindre volontairement à payer des 1000 et des 100 à l'autre, ça peut être ressenti a posteriori comme quelque chose d'assez violent si l'autre, finalement, utilise cet argent pour subventionner sa nouvelle union et son nouveau train de vie Et avec. puis c'est aussi quelque part accepter et valider le fait qu'une personne ait fait quelque chose de mal quelque part. Parce que quand il est prêt à donner beaucoup, beaucoup, c'est quand même souvent parce qu'il y a un sentiment de culpabilité quelque part qui se promène. Qui Tout viennent à de fait. cette relation-là ou qui viennent d'une relation passée, qui viennent encore beaucoup plus haut. Mais il faut pas non plus juste valider n'importe quoi sans interroger ce qu'il peut y avoir derrière. Mais Exactement. c'est Parce que on a, enfin, j'ai quand même 20 ans d'expérience, tu vois, donc les clients au contentieux, on peut échanger avec eux, surtout quand ça va en appel, enfin, bon, même en première instance, hein, on a des dossiers qui durent 2-3 ans, et puis du coup, avec l'appel, ça peut faire facilement 5 ans. Donc, on côtoie les clients sur des périodes longues. On voit on les reçoit, ils sont souvent dans un état de sidération, de sentiment de destruction qui vraiment a fait des ravages et qui fait écho à des projections en fait qu'ils avaient d'une union qui va durer toute la vie, de la famille parfaite, etc., etc. Peu importe d'ailleurs celui qui est moteur ou celui qui subit davantage la séparation. Et puis, on voit au fur et à mesure des mois ou des années, finalement, une vie commune qui reprend avec un tiers, éventuellement des projets de grossesse, etc. Et bon, on voit de très jolies histoires, mais aussi des histoires qui sont vécues difficilement par celui qui refait sa vie plus tardivement par rapport à son ex-conjoint. Et en fait, ce temps judiciaire permet aussi, quand la décision du coup intervient peut-être 3 ans, 4 ans après la rupture, de voir cette évolution et finalement de trouver des compromis, même si c'est le juge qui tranche. En fait, on voit comment se sont passées les choses sans qu'un accord soit trouvé. Mais voilà, évidemment, il y a les mesures provisoires, mais on voit si elles sont bien tolérées par les enfants, etc., comment c'est vécu de part et d'autre. Et ce temps, paradoxalement, moi, je le trouve propice, en fait, à la médiation. Et je voulais avoir sur l'incitation à la médiation qui est faite par la chancellerie, par des décrets successifs. Alors, il y a de mon point de vue une double chose, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de pacification, mais il y a aussi de manière sous-jacente le constat que les magistrats sont absolument débordés, les greffiers sont débordés et qu'il faut désengorger les tribunaux.
Donc, c'est un moyen comme un autre, en faisant appel à la médiation, en incitant à la médiation, de faire échapper un certain nombre de contentieux naissants à la procédure judiciaire. Donc, ça je trouve ça extrêmement positif. Mais il y a quand même un certain nombre de cas dans lesquels les positions sont tellement radicalisées qu'il est complètement illusoire de croire que la médiation va porter ses fruits. Tandis que le temps judiciaire faisant son œuvre, effectivement, j'ai vu des dossiers évoluer très favorablement vers une reprise du dialogue, un apaisement du coup émotionnel de chacun et des situations au bout de quelques mois, quelques années, beaucoup plus propices à la médiation. Donc toi, quel regard tu portes là-dessus? Le temps est effectivement un facteur très important dans la réussite d'une séparation, dans ce cas-là, ou d'une transformation par la paix. Une transition, surtout quand c'est une séparation ou un divorce, c'est un deuil à faire. Il y en a toujours un des deux qui commence plus tôt, celui qui a pris la décision d'eux. Il faut aller par ces différentes phases. Il faut passer par là pour pouvoir aussi les sortir. Et parfois, il vaut mieux vraiment prendre le temps, y compris que chacun se soit fait conseiller et voir et rédiger des conclusions pour déjà mettre sur papier, qu'il y ait déjà le conseil qui ait pu dire là, ce que vous demandez, c'est quand même c'est compliqué. Vous pouvez vous situer entre ça et ça, qui puisse aussi dire le montant de la prestation compensatoire très complexe. Le partage, oui, c'est lui qui a financé, mais en même temps, est-ce qu'on peut pas considérer que contribution ou autre, il y a un aléa important pour que chacun puisse savoir où il en est, puisse accepter cette idée. Et parfois, complètement, le fait que c'est duré 3 ans de procédure, qu'on n'ait toujours pas de solution satisfaisante, ça peut être un déclic. Ça peut être OK, bon, on en a marre, maintenant on y va, tant pis, on se lance et on écoute ce que l'autre a à dire et on est prêt, nous, à dire les choses aussi. Parce que parfois, c'est trop brûlant, on n'arrive même pas à les exprimer. Là, moi, j'ai un dossier, alors comme avocate, où j'ai envoyé un courrier très gentil en expliquant la position de mon client et ce qu'il propose, en disant bien c'est une proposition, c'est une base pour la réflexion pour qu'on puisse avancer ensemble, proposer une médiation, et pour la personne en face, c'est trop tôt. En plus, elle se sent imposer les choses, donc la médiation, elle a refusé en disant mais non, je veux pas qu'on m'impose. Alors que le principe de la médiation, c'est que chacun puisse vraiment être partie à la décision, mais c'est encore trop tôt pour elle. C'est pas le moment. Donc, pour moi, l'espoir n'est jamais mort. J'ai entendu, alors j'ai pas vécu personnellement encore, mais j'ai entendu des dossiers où ça allait en appel, où les affaires étaient presque plaidées ou à 2 doigts d'être plaidées, et on dit médiation. Et là, les parties se sont mises autour d'une table et ont traité parfois 7 dossiers d'un coup, parce qu'en fait, il y avait ça, puis il y avait une SCI, et puis il y avait un immeuble en indivision, et puis il y avait ça, et puis il y avait le locataire qui payait pas, mais où. Et comme ça, les dossiers avaient plein de petits. Il y avait bien sûr des enfants, il y avait tout, et que les parties puissent régler à tout, parce que là, elles arrivaient à un point où elles se rendaient compte que personne ne pourrait rendre une meilleure décision que eux. Mais c'est aussi un peu la confiance au début. On se dit, le juge va forcément bien juger, et forcément tout va bien se passer. Et malheureusement, en France, on a quand même des grosses difficultés d'engorgement des tribunaux. Parce que je disais, là, chez nous, en ce moment, il manque 3 JAF, 2 qui n'ont, le poste n'a pas été repris, une qui est en burn-out. Si vous voulez une solution, il faut que vous la trouviez vous, parce que le juge ne la rendra pas dans l'immédiat. Le temps peut être un allié, et le temps qui passe peut être un allié. Mais c'est aussi dur parfois à faire comprendre à la personne en demande qui, elle, a déjà passé le temps du deuil et qui maintenant veut que ça avance. Comme tu le soulignais dans un post, c'est la fête de la musique. Et voilà, j'ai fermé la fenêtre pour cause de... Ça commence déjà chez nous. Est-ce que moi j'apprécie énormément notre échange parce que je crois que ça donne une vision panoramique sans prétention
toi ni de moi, mais en fait à ceux qui nous écoutent de notre ressenti en fonction des dossiers qu'on a traités, de notre antériorité dans la profession, des expériences qu'on a, de ta qualité de médiatrice qui est hyper précieuse, de ta personnalité, de la mienne, de nos manières de pratiquer. Voilà, on peut peut-être conclure. Alors, je me permets de conclure avant toi. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il est primordial de trouver l'avocat, voire le médiateur qui vous correspond. Complètement. Ne vous laissez rien imposer. Tu as parlé de la tête, du corps et de la main. Vous trouverez forcément, c'était pas le premier ni le deuxième, mais vous trouverez forcément l'avocat dont vous appréciez la manière de présenter les choses, la clarté, la pédagogie, l'équilibre, le fait qu'il vous soutienne, qu'il accueille votre parole avec empathie, mais que pour autant, il ne puisse pas vous suivre absolument sur tout. Si de toute façon la médiation pour vous c'est hors de question, et ben écoutez, allez voir un avocat combatif, pugnace, hein, que nous sommes, voilà, quand on est saisi dans ce type de configuration. Et si vous avez si déjà la communication avec votre ex-conjoint fonctionne encore, que vous voulez favoriser une solution à la fois rapide par rapport au temps judiciaire, mais pérenne, et qui prenne en compte le ressenti de l'un, le ressenti de l'autre, l'intérêt des enfants, et qui vous permettent de vous projeter, choisissez la médiation. Mais dans tous les cas, prenez le temps. Prenez le temps de prendre vos décisions et de choisir vos interlocuteurs. Alice, je te laisse le mot de la fin. Oui, mais complètement choisissez. Faites un peu connaissance avec l'avocat. Voyez comment il travaille, voyez s'il y a un bon feeling ou s'il y a une bonne alchimie. Choisissez par pitié. Et si vous avez une situation internationale, un avocat qui fasse du droit international de la famille. C'est complexe, mais c'est porteur d'énormément d'opportunités et qui soit orienté vers l'amiable si c'est votre cas. Un avocat qui oriente amiable peut être très combatif et très pugnace. Parfois, il faut beaucoup de persévérance et beaucoup de qualité pour être un avocat de la paix. Parce que la paix, ça ne veut pas dire que c'est simple. Et ça demande de vraies compétences aussi de réussir à créer cette solution de paix. Voilà, moi, j'utilise vraiment plein d'outils très variés. Je suis pas très bonne, enfin, j'étais bonne élève, mais j'aime pas trop tout ce qui est écrit, tout ça. Donc, je suis plutôt dans des domaines créatifs, visuels, je disais, le mouvement et autres. Il faut aussi du talent, j'allais dire, ça fait pas très humble, pardon, mais pour créer la paix. Il faut beaucoup de qualité. C'est pas juste l'avocat pacifiste par défaut de certaines qualités. Non, c'est des qualités qu'il a choisi de développer de cette manière. Oui, c'est ça. Choisissez par pitié. Prenez le temps de choisir. C'est tout. Et je peux peut-être juste préciser quelque chose. C'est pas qu'on prêche pour notre paroisse, hein, parce qu'on aime le droit international privé et qu'on aime nos clients dans cette matière. À l'international, c'est surtout que c'est obligatoire. Donc, le risque qu'on prend, alors je parle au-delà des couples franco-allemands, des familles franco-allemandes, en fait, on parle de droit indisponible, c'est-à-dire que si vous choisissez un avocat qui ne connaît rien en droit international privé, bah vous serez forcément hyper défavorisé si votre futur ex-conjoint choisit quelqu'un d'hyper compétent, d'une part. Énorme risque que vous prenez. En divorçant à la va-vite par consentement mutuel, machin, en prenant n'importe quelle décision, quelle disposition, c'est que aussi, potentiellement, la décision ne puisse pas être reconnue dans le pays dont vous pouvez avoir par ailleurs la nationalité. Donc, je suis... Un exemple très simple, hein, peut-être deux exemples là-dessus, de ratés qui peuvent se passer par manque de compétences sur le domaine. Vous faites un divorce par consentement mutuel concernant les enfants, sauf qu'en fait, justement, le consentement était moyennement mutuel parce qu'on l'avait fait pour renoncer à quelque chose et puis au moment de la reconstruction d'un couple de l'autre côté, on se rend compte que non, c'était pas ce qu'on voulait. Sauf que l'enfant n'a pas été entendu, c'est pas reconnu en Allemagne. C'est pas reconnu en Allemagne, donc votre divorce sera magnifique,
il n'aura aucune incidence en Allemagne. Un autre exemple de raté, vous vous mettez d'accord sur consentement mutuel, vous avez une prestation compensatoire, vous n'avez pas prévu les droits à retraite. Le consentement mutuel ne l'est pas tant que ça. L'autre partie saisit le juge en Allemagne pour la péréquation des droits à retraite. Ce sera ordonné et les sommes peuvent être extrêmement importantes. Donc, allez voir quelqu'un de compétent dans le domaine. Donc, tu prends à dessein, parce que c'est le cœur du sujet, ces exemples franco-allemands. Moi, sur une pratique ultra internationale, je pourrais tenir des heures sur des dossiers qu'on m'a demandé de récupérer ou dans lesquels je suis intervenue en cours de route parce que le client s'est rendu compte qu'il était extrêmement mal conseillé. Et on se retrouve dans des situations très compliquées à devoir expliquer au client que tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne tient absolument pas la route. Donc, voilà, sachez que ça va jusqu'à la Cour de cassation qui se rend compte que la juridiction compétente ne l'était pas, la loi applicable ne l'était pas non plus. Et donc, pendant tout ce temps-là, vous n'êtes pas divorcé. Donc, pensez, droit international privé, c'est un domaine d'expertise et choisissez les bons interlocuteurs. Alice, je termine pardon, encore une dernière chose. Et vraiment un vrai avocat amiable, mais qui se fera attention à vos besoins derrière. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un vrai faux divorce par consentement mutuel. On règle tout pour avoir une signature rapide et derrière, rien n'est réglé, les gens ne sont pas vraiment d'accord et ça repart ensuite. Ça, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Voilà. S'il vous plaît, pas de divorce à 200 € sur Internet. Encore une fois, c'est pas pour ça. C'est pour vous, quoi. Ouais. 50, Alice. Qui dit mieux? 50 sur Internet. Enfin, vous pouvez. Hein. Vous êtes informé. C'est vos risques, votre décision. Vous faites-le et puis vous verrez ce que ça donne. Je n'ose y croire. Voilà, les compétences, ça se rémunère à sa juste valeur. Voilà. Mais vous investissez en vous, en investissant sur un avocat qui est compétent en droit international et orienté amiable. Vous investissez sur vous parce que vous donnez la compétence de régler votre litige pour les décennies à venir. C'est du luxe sur mesure, ça ne va plus bouger après. Ce sera parfait. Et puis, si vous avez besoin de le reprendre, vous pourrez le reprendre, vous saurez comment faire. Pardon, c'était trop long pour le mot de la fin, mais c'est pas grave. C'est parfait, je te remercie une fois. Je te remercie Alice d'avoir conclu sur notre échange que j'ai trouvé extrêmement riche. En tout cas, j'espère qu'il le sera aussi pour ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Merci à toi. On mettra en légende sur LinkedIn et Instagram ton site internet, le mien. C'est pas de la publicité, c'est simplement qu'il y a des ressources gratuites et complètement disponibles pour les personnes qui sont en quête de solutions en matière de droit international privé, matière malheureusement méconnue, alors que, on l'a dit, c'est obligatoire de mettre en œuvre tous les instruments internationaux en matière de famille multiculturelle, à double nationalité, etc., etc. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous aurez pris plaisir et puis aussi que vous aurez reçu des informations intéressantes pour vous et dont vous pourrez tirer profit. À bientôt pour un prochain live ou un prochain webinaire. Au revoir. Merci Alice. Emmanuel. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir.